Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce journal, une révision de la Constitution envisagée au Kenya ce 1er juin lors de la 57e édition du Madaraka Day. Le président Uhuru Kenyatta a indiqué qu'une modification de la loi fondamentale pourrait permettre de briser le cycle de violence post-électorale que connaît le pays depuis 1992. 5 milliards de dollars de pertes pour le secteur pétrolier en Libye, conséquence directe de la suspension des exportations de brut. Et les forces du maréchal Haftar sont à l'origine d'un blocus des ports du croissant pétrolier ainsi que des champs pétrolifères. Et une hausse alarmante du nombre de cas de coronavirus au Sénégal, une recrudescence qui inquiète les autorités. Un nouveau plan d'action devrait d'ailleurs être annoncé avec des mesures plus strictes à Dakar, la capitale, qui concentre les 3/4 des contaminations. C'est la première fois que le Madaraka Day est célébré sans rassemblement public au Kenya, et ce en raison de la pandémie de coronavirus. La 57e édition qui avait lieu ce 1er juin a tout de même été l'occasion du traditionnel discours à la nation du chef de l'État. Le président Uhuru Kenyatta qui s'est prononcé pour une révision de la Constitution nécessaire selon lui pour briser le cycle des violences dans le pays. Nathalie Mo. Le Kenya a célébré ce 1er juin 2020 la 57e édition du Madaraka Day, journée qui commémore l'autonomisation du pays du joug du colon britannique. L'occasion a été choisie par le président Uhuru Kenyatta pour annoncer des réformes politiques dans le pays. Le chef d'État kényan souhaite renforcer les dispositions de la Constitution en matière de lutte contre les violences post-électorales. I want us all to reimagine Kenyan. Le moment constitutionnel que je discerne est celui qui mettra fin au cycle insensé de violence que nous avons connu à chaque élection depuis 1992 et qui approfondira nos références démocratiques et conduira à une société beaucoup plus inclusive. Nous ne pouvons pas réimaginer notre nation sans changer notre architecture politique et nous ne pouvons pas changer cette architecture sans réorganiser notre constitution. L'examen par le Parlement d'une motion favorable à la tenue d'un référendum d'ici fin juin 2020 est en cours au Kenya. Les législateurs répondent ainsi à un panel composé par des membres de l'opposition, notamment Raila Odinga, qui avait réclamé une réforme pour mettre fin au système politique actuel. L'opposition veut plus d'équité dans l'exercice du pouvoir au Kenya. Le point principal de la révision constitutionnelle doit être le passage du régime présidentiel vers un régime parlementaire. Le Kenya, une ancienne colonie anglaise avec une élite éduquée à la britannique, évoluerait mieux dans un tel régime. Ce qui sous-entend qu'il faut réintroduire dans la Constitution le poste de Premier ministre. La Constitution de 2010 a été rédigée en réponse au vote contesté de 2007 qui a entraîné la mort de plus de 1100 personnes et visait à décentraliser le pouvoir, à créer un gouvernement responsable et à partager les ressources plus équitablement. Pourtant, de nombreux clivages persistent au sein de la classe politique kenyane. Au Niger, un deuxième rapport d'audit sur les marchés publics au ministère de la Défense a été réalisé. Il concerne l'affaire des surfacturations d'équipements militaires, révélée par un premier rapport rédigé en février dernier. Depuis, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement et les fournisseurs accusés de surfacturation. Des fournisseurs qui se sont engagés à rembourser 25% du trop perçu. Ces engagements, s'ils sont respectés, permettraient de faire baisser le manque à gagner de l'État, qui passerait ainsi de 76 milliards de francs CFA à 45 milliards de francs CFA. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a 45 ans, un anniversaire placé cette année sous le thème de la solidarité au service des populations de l'Afrique de l'Ouest. L'occasion également de revenir sur les progrès réalisés par la sous-région, notamment en termes d'intégration économique. Philomène Tina. C'est le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO voyait le jour. Sa création avait pour but de mettre en place une zone d'intégration économique régionale. Par la suite, la CEDEAO a élargi son champ d'application à des domaines tels que la politique, la paix, la sécurité. On peut
peut estimer que le bilan de la CEDEAO est un bilan quasiment mitigé. Le bilan au plan du maintien de la paix est un bilan qui est largement satisfaisant. Les difficultés sont d'abord au plan économique. La CEDEAO peine à devenir puissance économique régionale d'envergure, notamment à cause de la faiblesse du PIB. Sur les 15 États membres de la CEDEAO, seuls 5 pays sont à jour de la cotisation. L'intégration monétaire est quasiment un échec. La CEDEAO, un bloc économique très puissant avec plus de 628 milliards de dollars de produits intérieurs bruts et une population de plus de 350 millions d'habitants, a favorisé l'accomplissement de nombreux progrès dans le cadre du développement économique et de la promotion de la bonne gouvernance de la sous-région. Tout de même, le principal défi de l'organisation demeure la mise en œuvre d'une politique de convergence monétaire. Nous espérons que les 50 années prochaines, la CEDEAO sera véritablement un levier d'intégration parce qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre que d'Abidjan à Lagos, certaines barrières douanières tarifaires soient vraiment des véritables obstacles à la libre circulation des biens et des services. Et de tels comportements de certains États pourraient remettre en cause même la zone de libre-échange au niveau continental. Sur le plan monétaire, la décision de créer la monnaie unique pour les 15 membres de la CEDEAO, dénommée ECO, devrait constituer une grande avancée dans le processus d'intégration. La communauté devrait mieux booster la valeur globale de ces échanges intra-régionaux qui s'élevaient à seulement 42,2 milliards de dollars en 2014. Le conflit libyen et son impact sur le secteur pétrolier. La Société publique libyenne du pétrole a révélé que depuis le 24 janvier, le secteur avait enregistré 5 milliards de dollars de pertes en cause la situation sécuritaire et notamment le blocus imposé par le maréchal Khalifa Haftar et ses forces qui ont fermé les champs pétrolifères et les ports du croissant pétrolier. Victoria Sedi. Depuis le 24 janvier 2020, les difficultés liées à la production et à l'exportation de pétrole ont déjà entraîné des pertes de plus de 5 milliards de dollars en Libye. L'annonce a été faite par la Société publique libyenne du pétrole, des pertes qui, selon la société, sont impossibles à compenser avec les réserves de la Banque centrale. Ce montant aurait pu couvrir une partie des dépenses de l'État, telles que les salaires, les subventions pour le carburant, la gestion de la crise du coronavirus et autres. À l'origine de cette crise, l'armée nationale libyenne, conduite par le maréchal Khalifa Haftar, qui continue de faire blocage sur les ports et champs pétroliers depuis le 18 janvier. Elle accuse le gouvernement de Tripoli dirigé par Fayez El-Sarraj, soutenu par l'ONU, d'utiliser les revenus du pétrole pour financer les groupes armés dans le pays, ce qu'il nie formellement. Fayez El-Sarraj, qui espère une réaction des organisations internationales pour éviter que la situation n'empire. La production pétrolière de la Libye a chuté de 85%. On va effectivement vers une catastrophe. La Banque centrale libyenne est à court de ressources. On a une communauté internationale qui d'abord, en raison de la crise, n'arrive pas à se mobiliser, mais aussi en raison des intérêts divergents d'un certain nombre de ses membres, n'arrive pas à dégager une ligne claire et à apporter clairement son soutien au gouvernement qui est en place. Malheureusement, la Libye n'est pas au cœur de l'agenda international en ce moment parce qu'il y a d'autres priorités. La situation va donc de mal en pire. Aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. Les combats ont repris de plus belle entre les deux camps rivaux. Pourtant, la reprise de l'activité pétrolière est indispensable pour éviter à l'économie nationale une dépendance trop coûteuse vis-à-vis des banques étrangères, dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Et on ouvre à présent notre page consacrée à la pandémie de coronavirus. La Tunisie ouvrira ses frontières terrestres, aériennes et maritimes le 27 juin prochain. Décision prise par la Commission nationale de lutte contre la Covid-19. Quant au déplacement entre les régions, il sera autorisé dès ce 4 juin. Il a également été décidé un isolement sanitaire obligatoire d'une durée de 7 jours pour tous les Tunisiens rapatriés. Un isolement suivi d'une période de suivi rigoureux. Et au Sénégal, la recrudescence du nombre de cas de coronavirus inquiète. La capitale Dakar et sa région enregistrent les 3/4 des contaminations. Face à l'évolution alarmante de la situation, les autorités ont annoncé que de nouvelles mesures plus strictes seront prises. Le Comité national de gestion des épidémies se réunit aujourd'hui. Victoria Sedi. 3535 cas positifs de Covid-19, 1761 guérisons et 42 décès au 31 mai. Le Sénégal est désormais dans la ligne rouge.
Samedi 30 mai, la capitale Dakar enregistrait 84 nouveaux cas sur 106 dans le pays. La situation devient alarmante selon le gouvernement qui va prendre de nouvelles mesures. Dans un point de presse ce même samedi, le ministère de la Santé a annoncé que des mesures sanitaires plus strictes entreront bientôt en vigueur, notamment dans la capitale. Je lance un appel particulier et insistant à toutes les dynamiques communautaires de la région de Dakar pour se lever comme un seul homme pour stopper la Covid-19, parce que si on perd la main à Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays. À Dakar, c'est la transmission communautaire qui de plus en plus préoccupe les autorités. Épicentre du coronavirus, la région compte à elle seule 73,6% des contaminations nationales. D'après les autorités sanitaires, Dakar concentre plus de la moitié des cas communautaires recensés dans le pays, des cas dont la chaîne de contamination est malheureusement intraçable. Dès lors, l'endiguement de l'épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l'échelle locale et particulièrement dans la région de Dakar. Ce renforcement stratégique devient un impératif urgent. Le Sénégal semblait pourtant mieux résister à la pandémie. Avec un nombre fort encourageant de guérisons, soit 194 et seulement 2 décès pour 335 cas au 16 avril, mais la tendance a fini par s'inverser, surtout depuis l'assouplissement des mesures adoptées, à l'instar de plusieurs pays africains. Et c'était ce 1er juin le retour en classe pour les élèves nigériens. Fermés depuis le 20 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les établissements scolaires ont rouvert ce lundi. Une première journée qui a surtout permis aux enseignants d'expliquer aux élèves les dispositions de prévention et les gestes barrières qu'il va falloir respecter à l'école. Reportage de notre correspondant Sadou Elisé Mokhtar. Masque au visage, les élèves nigériens ont repris le chemin de l'école ce 1er juin 2020. Dans les écoles, c'est le respect des gestes barrières contre le Covid-19. Port du masque, lavage des mains à l'eau et au savon sont entre autres les nouvelles règles dans les différents établissements de la capitale Niamey. On sent l'enthousiasme. Regardez les classes, comment elles sont bondées. Nous avons certes 1-2 absents par classe, mais les enfants sont là en train de prendre toute la journée d'aujourd'hui pour parler donc de cette maladie aux enfants, de parler de cette pandémie aux enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est, comment se préserver. Cette reprise est intervenue suite à la baisse de la tendance de la pandémie du Covid-19 dans le pays. Fermé depuis le 20 mars, le gouvernement a autorisé élèves et enseignants à regagner les salles de classe pour 45 jours afin de finaliser les programmes scolaires et sauver l'année académique en cours. Cette reprise-là soit une réussite. Nous sommes vraiment satisfaits de nous avoir rencontrés au cours de l'année. Et je pense qu'avec la participation et l'engagement de tout le monde, Inch'Allah, pour que cette année-là soit une année de réussite. Avec la reprise des cours dans les établissements d'enseignement, le gouvernement est en train de lever progressivement les mesures prises en mars 2020 afin de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 qui a fait à la date du 31 mai 958 cas déclarés positifs et près de 5000 tests réalisés. 839 personnes sont sorties guéries, 55 sont en cours de traitement et 64 décès ont été enregistrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.